Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode sur les trous noirs. Et aujourd'hui on va essayer un peu plus de comprendre ce qui rend ces astres aussi fascinants que mystérieux. Les trous noirs sont des astres absolument fascinants et ont fasciné en effet l'univers collectif de plein de physiciens comme par exemple Albert Einstein pour ne citer que. Mais en réalité, ces astres, aussi massifs soient-ils et aussi intrigants qu'ils peuvent être, ne sont pas en effet très récents. En réalité, même si leurs découvertes sont assez récentes par rapport à d'autres astres qu'on a pu découvrir par le passé, comme par exemple les planètes du système solaire, etc., qui sont quand même assez vieilles en termes de découverte, il faut savoir que l'idée elle-même est beaucoup plus vieille que sa propre découverte. L'idée, elle existe depuis au moins 1783, soit environ au XVIIIe siècle. Et la découverte, elle n'a été faite que environ vers le XXe siècle. Et c'est en 1783 qu'il y a eu la première publication d'un dossier faisant la mention d'un astre qui serait sombre, qui aurait une force d'attraction très forte et qui serait surtout très difficile à détecter. C'est ce qui se rapproche quand même pas mal de la définition d'un trou noir. Et ce dossier a été entièrement rédigé par un certain John Michell. Alors John Michell, pour la faire courte, c'est un scientifique parmi tant d'autres qu'il puisse avoir dans l'Académie des sciences à la Royal Society. Et donc ce dossier a été envoyé de la part de John Michell à l'Académie des sciences, à la Royal Society, on va essayer un peu plus de comprendre qu'est-ce qu'il a bien pu expliquer dans ces dossiers, voir ce qu'il a voulu démontrer et surtout quelle était l'utilité de faire apparaître et surtout de créer un nouveau type d'astre. Et vous allez voir que c'est quand même assez intéressant. Bon, je vais essayer de vous faire maintenant un petit résumé de ce qu'il a bien pu écrire. Si un astre avait une masse et une force d'attraction plus rapide que la vitesse de la lumière, l'astre ne devrait pas émettre de lumière, permettant de comprendre les irrégularités gravitationnelles dans l'espace. Bon, avant qu'on décortique morceau par morceau, phrase par phrase, mot pour mot, ce qu'il a bien pu dire, on va essayer un peu plus de comprendre, déjà, pour commencer, la lumière à l'échelle atomique. Alors, je sais c'est bizarre, mais vous allez très vite comprendre pourquoi je fais mention de ça maintenant. Alors, la lumière à l'échelle atomique, c'est une onde, comme par exemple les eaux ou par exemple le son et les vagues, ce sont des ondes. Et ces ondes de lumière, que ce soit notamment la lumière du spectre visible, mais aussi également la lumière de toute la superficie du spectre, dont on retrouve notamment la lumière visible, mais aussi également les infrarouges, les micro-ondes, les ondes radio, et à l'inverse les rayons X, les rayons gamma, bref, tous ces rayons de masse, c'est de la lumière. Cependant, ces autres ondes dont je viens de citer, qui sont à part du spectre visible, sont des ondes, c'est de la lumière, mais c'est de la lumière qu'on ne peut pas voir. En effet, notre champ de vision est limité à la lumière visible, donc aux couleurs de l'arc-en-ciel. De ce fait, lorsque un objet reçoit de la lumière de la part d'une source lumineuse, comme par exemple une lampe, une LED, ou alors une ampoule, ou alors des LED, ou alors par exemple tout simplement le soleil, cette lumière va en effet taper sur les objets en question. Donc, par exemple ici j'ai un projecteur qui m'éclaire, le projecteur il va taper sur ma peau, et ma peau va ainsi en quelque sorte filtrer cette lumière. Et de ce fait, ma peau en quelque sorte et tous les objets qu'il y a dans l'univers vont ainsi filtrer cette lumière, vont ainsi absorber toutes les couleurs de l'arc-en-ciel, donc toutes les couleurs du spectre visible, mais ne vont renvoyer au passage qu'une seule couleur, c'est leur propre couleur d'origine. Donc ici, ma peau, ça va pas être un exemple très concret, mais si par exemple je prenais un objet rouge, il va absorber toutes les couleurs de l'arc-en-ciel et ne va renvoyer que le rouge. Et c'est pareil pour tous les astres qui fonctionnent dans l'univers. Mais dans le cas où un astre serait très massif et aurait une force d'attraction plus rapide que la vitesse de la lumière, ça veut dire que concrètement, lorsque la lumière va atteindre cet objet, la lumière va pénétrer et aussi toucher l'objet en question, donc en gros, par conséquent, le trou noir,
Mais quand la lumière va ainsi être réfléchie et renvoyée pour parvenir à nos yeux et également au télescope de la Terre, ce qui se passe, c'est que si la vitesse d'attraction, donc la gravité, est plus forte que la vitesse de la lumière, ça veut dire que la lumière ne peut pas se dépasser elle-même, et donc elle est coincée. Ce qui fait que la lumière ne peut pas ainsi quitter l'astre, parce qu'en effet sa vitesse d'attraction est plus rapide que la vitesse de la lumière, et la lumière elle-même ne peut pas se dépasser, et on l'a prouvé mathématiquement et physiquement que la lumière, on ne peut pas aller plus vite que la vitesse de la lumière, et la lumière elle-même non plus. Ce qui fait que la lumière va rester emprisonnée dans cet astre, et on ne va pas avoir de rayonnements qui vont nous parvenir à nous, que ce soit à nos yeux ou à nos télescopes. Ce qui fait que l'objet est entièrement sombre. Voilà littéralement ce que c'est la définition d'un trou noir. Alors bien sûr, un trou noir, c'est pas juste une sphère entièrement noire et entièrement sombre qui attire tout ce qui passe à côté de lui. C'est beaucoup plus que ça, mais on va détailler ça un peu plus après. Maintenant qu'on a expliqué un peu plus où est-ce qu'il a voulu en venir, maintenant on va expliquer pourquoi la raison de l'existence des trous noirs. En fait, il faut savoir que les trous noirs, c'est pour répondre à plusieurs problèmes qui subsistent dans l'univers et notamment dans les observations que l'on fait. Notamment, on a pu observer par exemple que certaines étoiles ont des trajectoires qui sont, comment dire, qui sont très improbables, voire très inexplicables. Dans le sens où certaines étoiles, par exemple, elles tournent autour d'un astre, hein, donc en gros, comme pour les systèmes binaires, il y a deux étoiles qui peuvent ainsi se tourner autour. Mais ainsi, dans ce cas précis, les étoiles, elles tournent autour d'un point, parfois avec des trajectoires elliptiques ou alors avec des trajectoires circulaires. Donc, une étoile qui tourne autour d'un autre astre, c'est pas très commun. Ça a plus la trajectoire d'une planète. Or, là, c'est la trajectoire d'une étoile, justement. Et quand on pointe un télescope justement sur ce point très précis, on ne capte absolument rien. C'est comme si l'étoile était littéralement attirée par rien. Et même pire, on peut voir certaines étoiles qui disparaissent littéralement. C'est-à-dire qu'il y a des étoiles qui existent et qui, du jour au lendemain, disparaissent dans le gigantesque milieu de l'espace, et ce qui fait qu'après on ne les retrouve plus. On ne sait pas où elles sont passées, on ne sait pas expliquer pourquoi elles ont disparu d'un seul coup, sans aucune raison. Et de ce fait, grâce à sa nouvelle théorie, cela permet ainsi d'expliquer les irrégularités gravitationnelles, et ça permet aussi également de justifier l'existence des trous noirs, et surtout de justifier pourquoi il y a en effet certaines étoiles dans l'univers, dans les galaxies, qui tournent autour d'objets qui sont inexistants, qui sont quasiment indétectables, mais c'est sans compter en effet la Royal Society qui s'en passera totalement de cette théorie, jugeant en effet que ces astres seraient très hypothétiques et ça serait... En fait, la Royal Society était en fait très sceptique à l'idée d'approuver en effet l'existence d'astres qu'on ne peut même pas vérifier, c'est-à-dire qu'on ne peut même pas observer, etc. Et qu'en plus, qui seraient plus massifs que les étoiles. Étoiles qui sont déjà les astres les plus massifs qu'on puisse retrouver à cette époque-là dans l'univers. Du coup, la Royal Society n'accepte pas vraiment cette théorie et la range au placard et ne veulent quasiment rien entendre de ce qu'a pu bien pouvoir vouloir expliquer John Michell. Mais cependant, l'idée n'est pas complètement oubliée, puisque quelques années plus tard, en 1796, l'idée est redécouverte par un autre scientifique, Pierre-Simon de Laplace, qui va redécouvrir la théorie, la modifier, l'éclaircir, et ainsi la rendre beaucoup plus claire et beaucoup plus acceptable pour la Royal Society. Il fait une nouvelle tentative, il publie tout ça dans un bouquin, et il va également proposer de faire une présentation de sa nouvelle théorie à la Royal Society et à l'Académie des Sciences. Mais là aussi, c'est pas non plus un succès et elle refuse à nouveau la théorie et juge que c'est encore pas assez précis et surtout que c'est toujours pas justifiable aux yeux de l'Académie. Cependant, après 1796, on va faire un bond dans le temps jusqu'en 1915 avec la découverte de la relativité générale promulguée par Albert Einstein. Et grâce
à ce dernier, la théorie des trous noirs va ainsi pouvoir découvrir une certaine renaissance grâce à Albert Einstein, et il va pouvoir ainsi amener à la découverte de beaucoup d'astres, dont notamment les trous noirs, mais aussi tout au long de l'explication et surtout de la construction de sa théorie, il va également publier des articles et surtout des nouveaux astres. En effet, il va faire la découverte de nouveaux astres et il va promulguer également de nouveaux astres, comme par exemple les pulsars, les magnétars et les étoiles à neutrons. Alors, quel est le lien qu'il puisse avoir entre la découverte de ces nouveaux astres et les trous noirs? C'est tout simplement que ces derniers émettent beaucoup, enfin surtout les pulsars, etc., émettent beaucoup de rayons X. Et ça, vous devez retenir dans un coin de votre tête pour la suite de la vidéo, car ça va être très intéressant pour la suite. Mais entre-temps, après 1915, on va faire un bond encore dans le temps, en 1970, où il y a eu le lancement du télescope Kourou, et qui est capable d'observer l'univers avec le spectre des rayons X. Et de ce fait, il va pouvoir ainsi confirmer l'existence du coup des pulsars, magnétars, etc. Et surtout montrer que ces astres émettent bel et bien des rayons X. Et de ce fait, grâce aux rayons X, mais notamment avec d'autres techniques de découverte, eh ben, on a pu ainsi découvrir le tout premier trou noir, qui n'est autre que Sagittarius A, qui a été découvert en 1971 et qui est considéré, alors à cette époque-là, il n'était pas considéré comme le trou noir galactique de la Voie lactée, mais aujourd'hui, grâce à plusieurs observations qu'on a pu faire, Sagittarius A est bel et bien le candidat parfait pour incarner le trou noir galactique. Alors maintenant, on a vu ce que c'était un trou noir, on a vu un peu comment ils ont été découverts dans le temps. Maintenant, on va essayer un peu plus de faire une certaine description de ces astres, qui sortent un peu de l'ordinaire et qui sont pas très communs à ce qu'on peut retrouver dans l'univers de manière générale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que ces astres, je vous ai dit qu'ils étaient très massifs, mais je vous ai dit pas à quel point ils le sont. Car ces derniers, ils peuvent littéralement englober des planètes, mais aussi également des étoiles entières. Les trous noirs, ce sont vraiment des trous sans fond. Ils peuvent absorber tout ce qui passe, et plus particulièrement, tout ce qui est au-delà d'une certaine limite. En effet, le trou noir est constitué de deux parties, mais on pourrait presque dire trois. Il y a la singularité centrale, qui est littéralement le centre du trou noir et qui est surtout le fond du trou noir. Ensuite, après, on a l'horizon des événements. Horizon des événements qui est la limite à laquelle la lumière ne peut plus s'en échapper. Donc, si vous dépassez cette limite, c'est un voyage non retour. On est destiné, on est condamné à tomber au sein de la singularité centrale et à être littéralement déchiqueté à cause des forces liées à la gravité du trou noir et la différentielle de force entre la tête et les pieds, ce qui nous étire et nous déchiquette et nous rend aussi fins qu'un atome. Bref, à part ça, les trous noirs sont aussi également constitués ce qu'il y a autour du trou noir, il y a ce qu'on appelle un disque d'accrétion. Ces disques d'accrétion sont généralement majoritairement présents sur des trous noirs galactiques et ils sont parfois présents sur des trous noirs stellaires. Alors, ce disque d'accrétion, il est majoritairement constitué de matière, de gaz et de poussière qui tournent autour du trou noir à des vitesses phénoménales et ainsi qui forment une spirale qui tourne autour du trou noir pour ainsi se jeter dans l'horizon des événements. Maintenant, on va voir un peu plus comment les trous noirs se forment. Parce que oui, en effet, les trous noirs se forment, ils n'apparaissent pas tout seuls comme ça dans l'univers, ils ont une origine. Et en effet, les trous noirs, et si vous avez vu ma vidéo sur les étoiles, vous devez savoir que les étoiles bleues, qui sont notamment des grosses étoiles et qui sont très peu nombreuses dans l'univers, ces étoiles, lorsqu'elles explosent en supernova, surtout quand elles sont à la fin de leur vie et de leur règne, elles ont deux possibilités. Soit elles explosent en supernova et après ça donne naissance à une nébuleuse, ou alors ça devient et ça s'effondre en trou noir. Et dans ce cas précis, la matière va se contracter au centre et tout va se réunir jusqu'à
créer en effet un amas de matière qui va ainsi s'effondrer directement en trou noir. Et puis bien évidemment, ces astres aussi massifs soient-ils, grâce à la relativité générale, on a su que les astres dans l'univers déforment le tissu de l'espace-temps. Et en effet, lorsque les objets sont très massifs, eh ben, ils créent une espèce de halo autour d'eux, une espèce de déformation, un peu comme un grossissement autour d'eux, avec une loupe, et c'est ce qu'on appelle justement une lentille gravitationnelle. C'est en gros un effet de déformation lié à la gravité, et surtout lié à la trajectoire de la lumière qui est déviée à cause, et encore et toujours, de la masse du trou noir, et ce qui crée cet effet de déformation optique. Alors oui, pendant toute cette vidéo, je vous ai également aussi parlé de trous noirs stellaires, galactiques et que sais-je, mais maintenant je vais essayer un peu plus de vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire trou noir stellaire et galactique. Les trous noirs galactiques sont généralement les trous noirs qu'il y a au centre des galaxies. Comme par exemple ici, dans notre galaxie, notamment la Voie lactée, eh ben, le trou noir central, c'est Sagittarius A, dont je vous ai parlé un peu avant. Et du coup, ce trou noir, c'est le centre de la galaxie. Donc, notre système solaire, Proxima Centaure, ou toutes les étoiles qui composent notre galaxie, tournent autour de Sagittarius A. Pour les trous noirs stellaires, ce sont les trous noirs qui sont à la périphérie de la galaxie, ou qui sont dans des régions relativement proches du centre de Sagittarius A, mais qui ne sont pas vraiment au centre. Et qui sont quand même moins massifs que Sagittarius A. Mais la grande question que vous posez sûrement, c'est comment on a pu détecter ces astres très massifs. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, comme je vous ai dit tout à l'heure, on a su maintenant que les trous noirs sont en effet et émettent également beaucoup de rayons X. Alors, pour la faire courte, eh ben, quand je vous ai dit tout à l'heure que y avait les pulsars et magnétars, etc. qui émettaient beaucoup de rayons X, en effet, les trous noirs ne sont également pas les seuls à émettre des rayons X. Ce qui fait que si on n'utilise que cette méthode, dans ce cas, il est très fort probable de pouvoir confondre un trou noir avec un pulsar ou un magnétar. C'est pour ça qu'on fait toujours deux méthodes, c'est-à-dire qu'on utilise cette méthode des rayons X pour voir en effet si un astre est très massif et surtout s'il dégage beaucoup de rayons X. Dans ce cas, on peut simuler que ce soit un trou noir ou un pulsar ou un magnétar, etc. Et dans ce cas, on regarde un peu son influence sur l'univers de manière locale et voir s'il attire des objets et ainsi s'il crée des perturbations liées à la trajectoire de certains objets et au niveau de certaines étoiles. Et de ce fait, lorsque les deux manières sont en effet rencontrées et matchent, on peut considérer que l'astre qu'on est en train d'observer, c'est un trou noir. Comme vous pouvez le voir, les trous noirs sont des astres qui sont très massifs, mais ne sont pas du moins éternels. Car en effet, ces trous noirs émettent un certain rayonnement découvert par Stephen Hawking qui va donner son nom à ce type de rayonnement, donc le rayonnement de Hawking, et qui est tout simplement un rayonnement causé par le trou noir. C'est en quelque sorte une évaporation du trou noir et ce dernier va commencer petit à petit à rétrécir et à émettre de la matière et ainsi perdre en masse. Et va petit à petit se contracter et ainsi devenir de plus en plus petit jusqu'à littéralement totalement s'évaporer et à finir par disparaître. Voilà, c'en est tout pour cette vidéo et merci de l'avoir regardé. Et du coup, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à lâcher un petit commentaire pour dire si la vidéo a été bonne ou mauvaise. Et surtout n'oubliez pas, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. À la prochaine.